Bonjour à tous. Ce premier cours sur le paludisme traitera surtout de l'épidémiologie, du diagnostic et de l'évaluation de la gravité. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec ce topo et je vous propose le plan suivant que je vous laisse découvrir. Les zones d'endémie palustre correspondent grossièrement aux zones intertropicales. En pratique, il s'agit en tout premier de l'Afrique subsaharienne, puis de l'Inde, l'Asie du Sud-Est et du nord de l'Amérique du Sud. Pour bien les connaître, la principale source française d'information est le numéro thématique du BEH, dont les recommandations aux voyageurs sont actualisées chaque année. Concernant les zones d'endémie, le rapport annuel sur le paludisme publié par l'OMS est un document incontournable, duquel est tirée cette carte qui montre en rouge les zones d'endémie palustre. En termes d'épidémiologie, le rapport 2020 de l'OMS, donc qui caractérise l'année 2019, mais aussi toutes les années, les 20 dernières années, souligne que le nombre de cas de paludisme diminue depuis les années 2000, avec cependant une stagnation de 2015 à 2020. En revanche, le nombre de décès diminue régulièrement sur ces 20 dernières années, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Durant l'année 2019, néanmoins, il s'agit de 229 millions de cas dans le monde, avec 409 000 décès, dont la grande majorité surviennent en Afrique, dans la grande majorité surviennent chez des enfants de moins de 5 ans n'ayant pas encore acquis de semi-immunité, et dans la quasi-totalité des cas en rapport avec Plasmodium falciparum, on aura l'occasion d'y revenir. En France, comme dans les zones de non-endémie, on parle de paludisme d'importation, ce qui veut simplement dire que le paludisme a été contracté en zone d'endémie, mais qu'il est diagnostiqué et traité en zone de non-endémie, et donc la France est le premier pays touché par le paludisme d'importation, avec environ 5000 cas par an, dont 10 à 15% d'accès graves et 10 à 20 décès. Le paludisme accidentel, c'est-à-dire essentiellement celui qui est contracté à proximité des aéroports, en post-transfusionnel, en post-greffe d'organes, etc., est tout à fait exceptionnel et anecdotique. Alors, quand doit-on suspecter un paludisme? Eh bien, le vieil adage reste d'actualité, tout symptôme évocateur ou mal expliqué de retour d'une zone impaludée est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Il doit avoir rapidement un diagnostic parasitologique, puis doit être traité tout aussi rapidement. Les signes cliniques en premier de l'accès palustre simple sont aspécifiques et inconstants. La fièvre, bien sûr, est fréquente, isolée dans 20% des cas, mais quelquefois absente. Les frissons sont absents dans un cas sur deux. Les troubles digestifs peuvent être trompeurs en orientant vers une tourista ou une gastro-entérite, mais en vrai, ils doivent faire penser systématiquement au paludisme de retour de zone d'endémie. Et puis des signes aussi aspécifiques que l'asthénie, l'anorexie, les myalgies, les céphalées, des douleurs, de la toux doivent faire penser au paludisme. A fortiori, si le patient se présente d'emblée avec des signes de gravité que nous verrons dans les diapos suivantes, vous devez encore plus fort penser au paludisme de retour de zone d'endémie. Alors comment confirme-t-on le diagnostic une fois qu'on l'a suspecté? Eh bien, on fait un frottis mince et une goutte épaisse, ou un frottis mince et une PCR, et vous pouvez voir que le frottis mince est le seul examen parasitologique qui donne la parasitémie. En pratique, et notamment pour les laboratoires qui sont peu expérimentés, l'association frottis mince plus un test de diagnostic rapide, du genre recherche de l'antigène plasmodial histidine riche protéine 2, est une bonne alternative, mais c'est un test un peu moins sensible. Donc si le résultat de ce test est négatif ou douteux, il ne faut pas hésiter à refaire le lendemain
rapidement un diagnostic plus précis dans un centre expert. Il faut savoir que quel que soit le diagnostic utilisé, le résultat doit être disponible dans les 2 heures afin de ne pas retarder le début d'un traitement antipaludique qui est une urgence. Concernant la définition du paludisme grave, il faut un diagnostic microbiologique, donc surtout en présence de Plasmodium falciparum. Il faut noter qu'il y a quelques cas graves liés à Plasmodium vivax ou Plasmodium knowlesi. Et il faut que s'ajoute à ce diagnostic microbiologique au moins un critère clinique et ou biologique de gravité que nous allons voir dans les diapos suivantes. Donc cette diapo, sous la forme d'un tableau sur le modèle de l'OMS, adapté au paludisme grave d'importation, présente les signes de gravité chez l'adulte avec des signes cliniques dans la première partie du tableau et des signes biologiques dans la deuxième partie. Et vous voyez que pour chaque item, vous avez une idée de la fréquence de ce signe de gravité ainsi que de la valeur pronostique de ce signe de gravité. Alors vous allez découvrir bien sûr ce tableau en détail tranquillement chez vous, mais on peut tout de même dire que l'atteinte neurologique, la défaillance respiratoire, la défaillance cardio-circulatoire, l'acidose et l'hyperlactatémie sont les signes qui ont la plus forte valeur pronostique. Enfin, on peut souligner que dans la conférence de consensus de 2017-2018 en France, il a été retenu pour définir la gravité le seuil de 4% de parasitémie chez l'adulte. Vous avez le même tableau qui définit la gravité chez l'enfant en termes de paludisme d'importation en France, avec une idée de la fréquence de chaque signe et de sa valeur pronostique. Et si vous décortiquez ce tableau, vous verrez que chez l'enfant, les signes ne sont pas obligatoirement strictement les mêmes, n'ont pas obligatoirement strictement les mêmes définitions, et que les fréquences et les valeurs pronostiques peuvent être différentes. Le paludisme grave chez l'enfant est un peu différent du paludisme grave de l'adulte dans sa définition, dans sa présentation et dans sa physiopathologie. Pour mémoire, si on note le seuil d'hyperparasitémie, vous pouvez voir que chez l'enfant, la conférence de consensus française et donc les pédiatres infectiologues qui étaient dans cette conférence ont choisi comme borne de gravité 10%, alors que je vous rappelle que sur la diapo suivante, chez l'adulte, nous avions choisi le seuil de 4%. Alors, pour finir ce premier cours, quand hospitaliser un accès simple palustre? Eh bien, l'accès simple palustre sera hospitalisé si il est présent un des items de cette liste. Si le patient remplit et coche tous ces items, il pourra être pris en charge en ambulatoire. Donc le patient pourra être pris en charge en ambulatoire si le diagnostic parasitologique est fiable, si il ne relève pas de l'échec d'un premier traitement, s'il n'a pas de troubles digestifs, s'il a une parasitémie de moins de 2%, des plaquettes supérieures à 50 000, une hémoglobine supérieure à 10 grammes par décilitre et une créatininémie inférieure à 150 micromoles. Si ce n'est pas une femme enceinte, si le patient n'a pas de comorbidité sévère, si il est entouré pour assurer une surveillance initiale, si on a une garantie de bonne observance du traitement et d'une bonne compréhension du schéma thérapeutique. En pratique, de toute manière, la première dose de traitement est délivrée sur place en général dans le service des urgences, où on peut surveiller le patient pendant 2 heures. En pratique aussi, on lui fournit le reste du traitement, notamment chez les patients qui ont peu d'argent et qui sont susceptibles de ne pas l'acheter. Et puis, il faut s'assurer aussi que le patient pourra revenir aux consultations de suivi de J3, J7, J28. Donc, si le patient ne coche pas un ou plusieurs de ces items, eh bien, il sera hospitalisé pour le début du traitement. Il faut savoir que certains pays comme l'Angleterre hospitalisent systématiquement tout début de traitement
d'accès simple. Alors, pour finir ce premier cours, où hospitaliser un patient qui présente un accès grave? Alors, les cas les plus sévères seront hospitalisés dans les unités de réanimation. Il s'agira essentiellement des patients qui ont un coma ou des convulsions répétées, une défaillance respiratoire, une défaillance cardio-circulatoire, souvent ces items sont associés sous forme d'un tableau de défaillance multiviscérale, une acidose et ou une hyperlactatémie, une hémorragie grave, une insuffisance rénale imposant l'épuration extra-rénale, enfin une hyperparasitémie isolée avec un cutoff de plus de 15%. Les patients graves mais moins sévères seront hospitalisés en unité de surveillance continue. Quand il s'agira d'une simple confusion, obnubilation, ralentissement, une hémorragie mineure, une anémie bien tolérée, un ictère isolé, une hyperparasitémie isolée supérieure à 4%, une insuffisance rénale modérée qui souvent rentrera dans l'ordre en 24 heures avec une réhydratation. Enfin, la prise en charge initiale de patients qui n'ont pas stricto sensu de signes de gravité mais qui vous semblent fragiles pourront avoir besoin d'une hospitalisation initiale en unité de surveillance continue. Il s'agit surtout des patients âgés, des patients ayant des comorbidités ou une co-infection bactérienne. Les messages à retenir, je vous les laisse découvrir. Ils ne sont qu'une redite de ce que nous venons de détailler. Et je vous remercie.